Il faisait éclater de rire toute la France, d'un simple regard, d'un murmure furieux ou d'une chute parfaitement synchronisée. Mais lors de son dernier jour, il n'y eut ni caméra, ni applaudissements, ni réplique finale. Louis de Funès, le génie derrière certains des personnages les plus drôles du cinéma, passa ses dernières 24 heures dans un quasi-silence, loin des projecteurs qu'il avait autrefois dominés. Que s'est-il passé à l'intérieur de son château ce soir-là? Pourquoi si peu de personnes du milieu sont-elles venues lui dire adieu? Et que cachait-il derrière ces numéros d'urgence scotchés à chaque téléphone de la maison? Les réponses sont discrètement dévastatrices. Et elles changeront à jamais la façon dont vous vous souvenez de lui. L'homme qui a fait rire la France. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en France, Louis de Funès n'est pas devenu une star du jour au lendemain. Fils d'immigrés espagnols, élève turbulent, apprenti raté dans la maroquinerie et dans une école de cinéma, il a longtemps cherché sa voie avant de trouver sa scène, d'abord dans les bars où il jouait du piano, puis au théâtre, et enfin au cinéma. Il est passé de rôle non crédité à icône nationale grâce à ses performances inoubliables dans Le Gendarme de Saint-Tropez, La Grande Vadrouille, Fantomas et Les Aventures de Rabbi Jacob. Son style comique était unique. Gestes déchaînés, tirades à toute vitesse, accès de fureur maniaque, le tout concentré dans le corps d'un homme d'à peine 1,64 m. Dans les années 1960 et 1970, il était l'acteur le plus aimé et le plus rentable de France. Ses films attirèrent plus de 150 millions de spectateurs en 2 décennies. Mais peu savaient que chaque éclat de rire avait un prix. Un homme a 2 vies. Bien qu'il fût célèbre pour incarner à l'écran des tyrans irritables et névrosés, dans la vie privée, Louis de Funès était un homme complexe et souvent anxieux. Loin des personnages flamboyants qu'il interprétait, il menait une existence calme et très structurée, façonnée par la discipline, la foi catholique et une préoccupation constante pour sa santé. Il était profondément croyant, assistant régulièrement à la messe, priant chaque jour et évoquant souvent sa foi dans la justice divine et la rédemption. Ami comme prêtre, décrivait sa spiritualité comme profonde, sincère et enracinée dans la pratique quotidienne. Son mariage avec Jeanne-Augustine Barthélemy, qu'il épousa en 1943, fut durable et central dans sa vie. Ensemble, ils eurent 2 fils. Patrick, né en 1944, qui deviendra plus tard médecin, et Olivier, né en 1949, qui joua occasionnellement aux côtés de son père. En 1967, grâce aux revenus de ses succès au cinéma, Louis acheta le château de Clermont, une demeure du XVIIe siècle située au Cellier, près de Nantes. Là, il cultivait des roses, faisait pousser des légumes, pêchait dans la Loire toute proche et vivait dans un relatif isolement, loin des pressions du milieu parisien du spectacle. Mais derrière cette image de stabilité domestique, ces dernières années furent marquées par un conflit intérieur et une relation personnelle discrète. Au début des années 1980, Louis de Funès développa une relation étroite avec Macha Béranger, animatrice de radio très populaire, connue pour son émission nocturne empathique Allô Macha, où les auditeurs confiaient leurs histoires personnelles. Béranger, vive et intelligente, serait devenue une confidente émotionnelle et une collaboratrice créative pour de Funès. Bien que leur relation n'ait jamais été officiellement confirmée par l'un ou l'autre, elle était largement reconnue dans le milieu. Selon l'acteur Michel Galabru, collaborateur de longue date et ami de Funès, leur lien allait bien au-delà d'une simple connaissance. Lors du tournage de Le Gendarme et les Gendarmettes, Louis insista pour que Macha soit présente à proximité durant toute la production. Galabru écrivit plus tard dans ses mémoires « Les rôles de ma vie » que Funès alla jusqu'à faire installer la loge de Macha au rez-de-chaussée du studio afin qu'elle puisse s'échapper par une fenêtre si Jeanne arrivait à l'improviste. Madame de Funès comprenait très vite l'étrange agitation qui précédait toujours son arrivée.
Elle avait tout compris, se souvient Galabru. À partir de ce moment-là, Jeanne commença à arriver chaque matin avec Louis et à rester sur le plateau jusqu'à la fin du tournage. Cette situation triangulaire provoqua une tension discrète mais persistante dans la vie privée de Funès. Bien qu'il n'ait jamais envisagé de quitter son épouse, à laquelle il demeurait légalement et affectivement attaché, son lien avec Matcha devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Amis et biographes y voyaient une source de tourments intérieurs. Il était loyal envers Jeanne, reconnaissant pour son soutien de toute une vie, mais également stimulé par la présence et la créativité de Matcha. Certains parlaient d'une simple flirtation, ravivant sa jeunesse. D'autres, d'un attachement émotionnel plus profond qu'il ne savait comment rompre sans provoquer de scandale. Jeanne de Funès, de son côté, ne répondit jamais publiquement aux rumeurs. Mais selon les proches du couple, elle fut blessée tout en étant déterminée à préserver la dignité de leur mariage. Elle choisit non la confrontation, mais une présence encore plus constante auprès de son mari, notamment sur les plateaux de tournage. Pendant ce temps, Louis, profondément croyant, soucieux de son image et extrêmement discret, continua d'afficher une façade d'unité familiale, craignant qu'un scandale ne ternisse son héritage ou ne nuise à ses fils. Un corps en train de céder. En mars 1975, Louis de Funès traversa la crise médicale la plus grave de toute sa vie. Le matin du 21 mars, alors qu'il se trouvait dans son appartement parisien, il fut victime de son premier infarctus du myocarde. Ce fut soudain, douloureux et potentiellement fatal. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital Necker, où les médecins parvinrent à stabiliser son état. À l'époque, le public ne fut informé que de manière très vague. Un bref communiqué de son entourage évoquait un léger incident cardiaque et rassurait les admirateurs en affirmant que l'acteur se rétablissait bien. Mais cet optimisme fut de courte durée. Le 30 mars, seulement 9 jours après la première attaque, Louis subit un second infarctus bien plus sévère alors qu'il conversait calmement avec son épouse Jeanne. Cette fois, il s'effondra. Les secours furent appelés en urgence et le transportèrent de nouveau à l'hôpital. La situation était critique. Les médecins parvinrent de justesse à le sauver, on lui administra de la morphine, de l'oxygène, et il fut placé sous surveillance cardiaque stricte. Le corps médical était désormais unanime. La vie de Louis de Funès était en danger s'il continuait à mener le même rythme. Son cœur, fragilisé et instable, ne pouvait plus supporter les efforts physiques extrêmes qui avaient défini son style comique, les grimaces exacerbées, les mouvements frénétiques, les tirades à toute vitesse et la pression constante des performances. Le diagnostic fut sans détour. S'il voulait survivre, il devait prendre sa retraite immédiatement. Après cette seconde attaque, Louis accepta une longue période de repos. Il annula tous ses engagements professionnels, y compris un projet de film majeur intitulé Le Crocodile, dans lequel il devait incarner un dictateur sud-américain fictif. La production avait déjà commencé à planifier des tournages à l'étranger et Louis avait personnellement validé le scénario, mais les médecins refusèrent de donner leur accord. Le projet fut abandonné et Louis se retira de la vie publique. Il se réfugia au château de Clermont, sa propriété située au Cellier. Là, il adopta une existence extrêmement réglementée. Son régime alimentaire devint strict. Pas de sel, pas de viande rouge, pas d'alcool, pas de caféine. Ses repas se composaient principalement de poissons, de légumes bouillis et de soupe. Il prenait quotidiennement des médicaments pour contrôler sa tension et son cholestérol, et se soumettait à des examens médicaux fréquents. L'activité physique se limitait au jardinage et à de courtes promenades dans le parc du château. Même le téléphone avait été adapté. Jeanne avait affiché une liste de numéros d'urgence à côté de chaque combiné de la maison. Ambulance, centre antipoison, hôpitaux, au cas où une nouvelle crise surviendrait. Au début, Funès se sentit soulagé. Dans une interview accordée à l'Express en 1976, il expliqua: Quand on m'a dit « c'est fini, vous devez arrêter pour toujours », j'ai été ravi.
j'ai ressenti une sorte de petite euphorie. Je me suis dit, « Ah, les carottes, les oiseaux, la pêche, tout cela m'avait manqué. » Mais ce bonheur ne dura pas. En quelques semaines, Louis devint nerveux. Les symptômes physiques étaient sous contrôle, mais le choc émotionnel d'apprendre qu'il ne pourrait plus jamais jouer, ne plus retourner sur un plateau, ne plus sentir l'énergie d'un public, commença à l'atteindre profondément. Ce soir-là, ajouta-t-il, une tristesse m'a envahi, une tristesse profonde, parce que même si on me disait que c'était fini, au fond de moi, je ne voulais pas que ce soit fini. Sa convalescence s'étira sur des mois. Il tenta d'accepter ce nouveau rythme de vie, mais quelque chose en lui résistait à l'immobilité. La pression du retour se faisait sentir, de la part des producteurs, du public et même de lui-même. Début 1976, malgré l'opposition de ses médecins, Louis prit la décision de revenir. Mais cette fois, avec des limites. Il fit son retour avec l'aile ou la cuisse en 1976, aux côtés de la jeune étoile montante de l'humour, Coluche. Ce fut un retour soigneusement orchestré. Le tournage fut organisé autour de ses contraintes de santé, journées plus courtes, recours plus fréquents à des doublures et atténuation des gestes de slapstick les plus violents. Pourtant, son énergie et son sens du timing restaient intacts. Le film connut un immense succès, attirant plus de 6 millions de spectateurs et réaffirmant sa place au sommet du cinéma français. Porté par ce succès, il accepta d'autres projets, d'abord avec prudence, puis avec une confiance croissante. En 1978, il tourna La Zizanie, autre succès populaire. En 1980, il réalisa Un rêve, de toujours en adaptant et en interprétant l'avare, d'après la pièce de Molière. Bien que le film reçût un accueil critique mitigé, il avait une importance personnelle immense pour Louis, qui rêvait depuis longtemps de transposer le théâtre classique dans son propre langage cinématographique. En 1981, il joua dans La soupe aux choux, une comédie de science-fiction mêlant son humour traditionnel à une dimension surréaliste. Enfin, en 1982, il acheva Le Gendarme et les Gendarmettes, le 6e et dernier volet de la célèbre série des gendarmes. Même s'il adaptait ses performances pour réduire les contraintes physiques, le problème de fond demeurait. Louis de Funès ne s'était jamais réellement remis du traumatisme cardiaque de 1975. Son endurance était amoindrie. Il supportait de moins en moins les déplacements, la promotion ou les longues journées de tournage. Bien qu'il s'efforçât de diminuer l'intensité de son jeu corporel, le travail exigeait encore plus que ce que son corps pouvait offrir. En coulisses, ses collaborateurs remarquaient le changement. Certains le trouvaient plus silencieux, plus fatigué, plus renfermé entre les prises. D'autres racontaient qu'il retrouvait une fulgurance incroyable devant la caméra, avant de retomber dans le mutisme une fois la scène terminée. Les infarctus n'avaient pas seulement abîmé sa santé. Ils lui avaient retiré quelque chose d'intangible, son sentiment d'invincibilité. Malgré tout, il refusa d'abandonner. Comme il le disait lui-même, « Si j'arrête de jouer, je ne suis plus utile, et jouer, c'est la seule chose que je sache faire. Au moins, quand je fais rire les gens, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. » Cette conviction le maintint debout. Mais la tension s'accumulait, et il n'y aurait pas de 4e retour. Malgré une santé déclinante, Louis continuait de rêver. Il voulait adapter Les Morticoles, une satire du monde médical. Il espérait reprendre sa pièce fétiche Oscar. Il évoquait même un nouveau film, Le Crocodile, dans lequel il aurait incarné un dictateur délirant simulant son propre assassinat. En décembre 1982, il assista à la représentation de Papy fait de la Résistance, une nouvelle comédie théâtrale, et en fut enchanté. Le producteur Christian Fechner le supplia d'en interpréter la version cinématographique. Louis accepta. En coulisses, il riait avec la jeune troupe du Splendid, débordant d'énergie et d'idées. Il rayonnait, se souvient Fechner,
Il était plus drôle que jamais. On avait l'impression qu'un nouveau chapitre commençait. Mais ce n'était pas le cas. C'était l'acte final. Les derniers jours au château. À la fin du mois de décembre 1982, quelques jours seulement après avoir achevé les obligations promotionnelles du gendarme et les gendarmettes, Louis de Funès accepta, à contre-cœur, de partir en voyage familial dans les Alpes. La décision fut prise avant tout pour sa petite-fille Julia, alors âgée de 4 ans, qui venait de commencer des cours de ski. Bien que Louis détestât le froid, la neige et l'altitude, il se sentit obligé d'être présent pour elle. En tant que grand-père, il insista pour assister personnellement à ses leçons de ski et la suivit de près sur les pistes, bien qu'il n'ait jamais skié lui-même. Ils séjournèrent dans un hôtel aux Arcs, station de montagne en Savoie, sur la recommandation de l'humoriste Thierry Leluron. Louis resta extrêmement prudent tout au long du séjour, refusant de laisser Julia intégrer le club pour enfants, par crainte d'un enlèvement ou d'un accident. Son instinct protecteur était en alerte permanente, et il joua chaque jour le rôle de chaperon vigilant. Mais l'altitude commença rapidement à l'affecter. Il se plaignit de fatigue, d'essoufflement et de frissons. Ce qui n'était au départ qu'un épuisement léger se transforma en une forte affection grippale qui persista. De retour au château de Clermont au début de janvier 1983, l'état de Louis ne s'améliora pas. Au lieu de reprendre des forces, il devint de plus en plus léthargique. Il cessa de sortir dans le jardin, toucha à peine au rosier qu'il taillait autrefois obsessionnellement avec son petit sécateur. L'homme qui arpentait jadis les plateaux de tournage sans relâche passait désormais la majeure partie de ses journées au repos, dans le silence, allongé dans son lit ou assis dans son fauteuil près de la fenêtre. Jeanne, son épouse depuis plus de 40 ans, devint son aide-soignante à plein temps. Des numéros d'urgence, pompiers, hôpital, police, centre anti-poison, étaient affichés à côté de chaque téléphone du château, une habitude prise depuis ses infarctus de 1975. Il ne prenait plus aucun risque. Des amis et des voisins se souviendront plus tard avoir vu Jeanne le surveiller attentivement pendant la journée, parfois assise en silence à ses côtés pendant des heures, sentant que quelque chose avait changé. Même des gestes simples, comme lire ou téléphoner, l'épuisaient. Le jeudi 27 janvier 1983, peu avant 19 heures, Louis fut victime d'un nouvel accident cardiaque soudain, probablement déclenché par les complications persistantes de sa récente maladie et la fragilité chronique de son système cardiovasculaire. Jeanne était présente lorsqu'il s'effondra. Elle appela immédiatement les secours. Une ambulance arriva rapidement et le transporta au centre hospitalier universitaire de Nantes. Malgré les efforts des médecins, Louis de Funès décéda aux alentours de 20h30. Il avait 68 ans. La cause du décès fut un infarctus massif du myocarde, le troisième en moins de 10 ans, et celui que son corps ne put plus surmonter. La nouvelle de sa mort se répandit dans la nuit. Le lendemain matin, elle faisait la une de toute la presse française. « Louis de Funès est mort d'une crise cardiaque », titrait Ouest France. Télévision et radio diffusèrent des rétrospectives. Beaucoup furent sous le choc. Bien que ses apparitions se soient faites plus rares ces dernières années, il était encore largement perçu comme actif, vif et capable de tourner d'autres films. Peu savaient à quel point il était réellement malade. Les funérailles eurent lieu le samedi 29 janvier à l'église Saint-Martin du Cellier, à quelques minutes seulement de sa résidence. La cérémonie attira plus de 2000 personnes, bien plus que ce que l'église pouvait contenir. Plusieurs centaines de personnes restèrent dehors, dans le froid, écoutant en silence, pour la plupart des habitants du village venus rendre hommage à l'homme qui avait vécu parmi eux pendant plus de 15 ans. Ils ne le décrivaient pas comme une célébrité, mais comme un voisin gentil et humble, qui faisait ses courses dans leur commerce, faisait travailler les artisans locaux et saluait les enfants lors de ses promenades. En revanche, la présence du monde du cinéma fut très limitée. Seuls quelques visages connus assistèrent à la cérémonie, notamment l'acteur Michel Galabru, le producteur Christian Fechner et l'actrice Colette Brosset.
De nombreux réalisateurs, producteurs et stars étaient ostensiblement absents. À l'époque, certains évoquèrent une mise à l'écart discrète de Louis de Funès par l'élite culturelle française durant ces dernières années, jugé trop commercial, trop populaire et politiquement conservateur. D'autres soulignèrent que sa foi religieuse profonde et son cercle social restreint l'avaient éloigné du milieu cinématographique parisien. Le curé de la paroisse, l'abbé Maurice, qui connaissait personnellement Funès, prononça l'homélie. Il déclara « La France a perdu un acteur. Moi, j'ai perdu un ami. Il avait une foi profonde et vivante. J'ai vu la paix sur son visage lorsque je lui ai dit adieu ce dernier matin. Il semblait prêt. » Le cercueil de Funès, recouvert de blanc, était entouré de compositions florales. Roses, mimosas, tulipes, gerbera, orchidées, dont beaucoup provenaient de son propre jardin. Des centaines de personnes suivirent le cortège funéraire à pied jusqu'au cimetière communal, situé à 600 mètres de l'église. Il fut enterré dans une tombe qu'il avait lui-même dessinée, près du château qu'il aimait tant. Sa sépulture était modeste et symbolique. Une parcelle rectangulaire plate, plantée de rosiers, bordée de petites haies, et marquée d'une simple croix de pierre. Le dessin évoquait volontairement une tombe militaire, un hommage discret à son frère aîné, Charles, mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Louis avait un jour déclaré qu'il ne voulait ni statue ni marbre, juste des fleurs et du silence. Des années plus tard, après la mort de Jeanne en 2015, son nom fut ajouté sur la tombe. Aujourd'hui encore, leur sépulture commune demeure un lieu paisible de recueillement pour les admirateurs, marqué par la simplicité et le respect, exactement comme Louis l'avait souhaité. Louis de Funès a passé sa vie à faire rire des millions de personnes, mais à la fin, c'est le silence qui parla le plus fort. Pas de projecteur, pas d'adieu grandiose, seulement un homme dans son jardin, entouré de roses et de ceux qu'il aimait. Ces dernières heures furent silencieuses, mais elles portaient le poids d'une vie remplie d'énergie, de contradictions et d'un dévouement sans relâche à son art. Pensez-vous que nous apprécions vraiment nos légendes avant qu'elles ne disparaissent? Et quel film de Louis vous fait encore rire, peu importe le nombre de fois que vous l'avez vu? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, et faisons vivre son héritage, un sourire à la fois.